Aujourd'hui, on reçoit une des pièces maîtresses du projet, la boîte de vitesse de l'Hyperpilote issue de la compétition. Je vais vous expliquer en quoi le duo moteur-boîte de vitesse est important et en quoi la boîte est autant importante, voire plus que le moteur. Allez, aujourd'hui on parle de performance, je vous explique tout, c'est parti! Vous le savez déjà, je suis un grand fan de SolidWorks et des autres solutions proposées par Dassault Systèmes. Mais là, laissez-moi vous parler de la nouvelle offre destinée aux professionnels de l'industrie, SolidWorks Ultimate. Imaginez un peu un seul outil pour concevoir, tester, fabriquer et même créer du contenu visuel pour vos projets. C'est le rêve, non? Que vous soyez dans la conception 3D, l'ingénierie ou même la fabrication, SolidWorks Ultimate répond à tous vos besoins. C'est pas juste un logiciel de plus, c'est une solution tout en un qui va vous simplifier la vie. Et ce que j'adore là-dedans, c'est la manière dont tout s'intègre. Vous passez du concept à la production sans accroc et en plus, vous pouvez collaborer avec votre équipe et des personnes externes où que vous soyez grâce au cloud. C'est comme si toutes les pièces du puzzle s'emboîtaient parfaitement. En gros, que vous soyez à la conception de votre produit ou à la fabrication et même commercialisation, vous êtes sûr de trouver la solution Dassault Systèmes qui vous convient. SolidWorks Ultimate, c'est nouveau et c'est un véritable game changer par rapport aux autres versions. C'est full option le truc. Stage 99 plus, reprog forgé. Ok, j'arrête. Si vous êtes intéressé et que vous souhaitez plus d'infos, jetez un œil. Le lien est juste en dessous dans la description de la vidéo. Ça y est, j'attends ce moment depuis si longtemps les amis. Ça fait plus de 3 semaines que j'ai reçu la boîte de vitesse. J'ai attendu de filmer ça pour vous, parce que en fait, pour l'histoire, je suis tombé malade, j'avais plus de voix pendant 1 mois et je pouvais pas faire cette vidéo. Donc j'ai attendu tout ce moment pour vous faire ce unboxing et pas des moindres, parce que là on est sur l'unboxing de une des pièces les plus coûteuses de l'Hyperpilote. On est sur la boîte de vitesse, elle est neuve, elle a été faite sur mesure. Bref, de toute façon vous allez tout voir dans cette vidéo, comment on conçoit une boîte de vitesse sur mesure, parce que effectivement il y a certaines pièces qui sont toutes sur mesure et qu'on a développées justement pour la voiture et pour le moteur, qui est juste là. Donc oui, d'ailleurs aussi, on est dans le nouvel atelier. Il n'est pas encore terminé. Il n'y a pas que ce colis-là. Il y en a un autre. C'est celui-ci. Ça fait partie de la boîte. On va le déballer juste après. Bon, je l'ai déjà un peu déballé celui-là, mais celui-là, on va le faire tout de suite. C'est parti! Là les amis, c'est vraiment Noël. C'est une boîte de vitesse de compétition qui coûte presque 30 000 €. C'est pratiquement 2 fois le moteur. Le moteur qui avait coûté déjà 17 000 €. Le gros bébé qui est juste là-bas. C'est un délire. Je ne sais même pas ce que c'est. C'est du carton de compète. Les amis, je vous présente la boîte de vitesse séquentielle robotisée de l'Hyperpilote. Bon, ça y est, tout comme vous, je découvre cette boîte de vitesse extrêmement compétitive. Très compétitif. À un prix très compétition aussi. Je vais arrêter de me plaindre du prix de cette boîte parce que finalement, c'est le prix que ça vaut. Bienvenue dans le monde automobile de compétition. Tout coûte cher. On a commencé les démarches avec le fabricant. Ça devait être en 2022. Donc ouais, on a presque 2 ans d'attente. C'est beaucoup, c'est trop même parce que ils ont eu du retard. Ça m'a un petit peu embêté, surtout le tarif qu'on met là-dedans. Cette boîte de vitesse, elle est beaucoup utilisée en Dakar, autant sur des voitures de piste que sur des voitures tout-terrain. La Porsche Hoonigan du regretté Ken Block, certaines voitures de Pikes Peak et du Dakar de l'Aube. Bref,
du très lourd. Là, j'ai la version 2 roues motrices, mais on a une version qui peut être intégrée à une transmission intégrale. Donc, on a la partie arrière là qui a une sortie pour aller mettre un arbre de transmission qui va jusqu'à l'avant. Et donc, voilà, l'idée là, c'est que on voit un peu en détail cette magnifique pièce, parce que c'est pas tous les jours qu'on peut avoir une pièce de compétition comme ça sous les yeux et qu'on peut un petit peu analyser comment c'est foutu, la tronche que ça. Hein. Donc, plus tard, on va voir, qu'est-ce que c'est, comment j'ai choisi cette boîte de vitesse et pourquoi c'est une folie. On va l'analyser. C'est parti. Déjà, première impression, hein, c'est très beau. C'est une très très belle pièce. Hein. Tout est taille et masse. Je veux dire, regardez. Le flasque du différentiel, c'est d'une beauté. Ouais, tout est beau. Je l'ai beaucoup vu en 3D. Je l'ai même plus vu en 3D qu'en vrai, finalement. Je dois dire qu'il y a des trucs qui n'étaient pas spécialement prévus ou qui ne m'avaient pas été indiqués. C'est notamment tous ces trucs-là. Donc ça, c'est un capteur. Je ne sais pas ce que c'est. Ça, c'est un autre capteur. Alors celui-là, c'est sûrement le capteur de la marche arrière. Donc en gros, c'est un petit interrupteur. En fait, là, ici, il y a le sélecteur. Et ça doit pousser et le capteur doit dire voilà, on est en marche arrière. Je ne savais pas qu'il était là. Ça, c'est peut-être ce qui va nous indiquer en quel rapport on est. Il faut le dire, malgré le tarif de cette boîte de vitesse, j'ai l'impression de ne pas avoir été beaucoup guidé. Enfin, j'ai dû batailler un peu pour avoir au moins une vue éclatée de cette boîte de vitesse. Il y a beaucoup de détails qu'en fait, j'ai pas choisi. c'est abusé, en vrai. Si vous voulez, tous les internes de cette boîte de vitesse, c'est moi et le commercial technique qui les ont déterminés, hein, tout ça. Donc ça, pas de souci, c'est top du top. Donc c'est moi qui ai quand même choisi le modèle de la boîte, faut pas déconner. Mais il y a peut-être quelques subtilités qui ont été faites alors que moi j'étais pas au courant. En fait, le 3D qu'on m'a fourni, que la marque m'a fourni, il n'est pas 100% représentatif du réel. Et c'est embêtant parce que j'ai fixé 2-3 trucs sur ces parties-là qui sont soit usinées, soit il y a des trucs en plus. Donc c'est un peu emmerdant. Et le problème, c'est que par exemple, vous avez vu, hein, il y a des prises, je ne sais pas, j'ai aucune documentation de ce que fait ce capteur, quel pin fait quoi, je sais pas. Même la pompe à huile, on le verra juste après encore une fois. La pompe à huile, il y a 2 sorties AN, je ne sais pas à quoi ils servent, je ne sais pas. Donc en fait, il y a un gros manque de documentation avec cette boîte. Alors peut-être que sur leurs modèles un peu plus courants, il y a toute la doc, j'en doute pas. Enfin, j'espère en tout cas. Mais là, vraiment, je suis livré à moi-même, quoi. Vraiment. Pourtant, j'ai balancé 30 000 balles dedans. Hein. Déjà, premièrement, cette boîte de transmission, elle va être accouplée à un moteur Nissan de GT-R R35, le V6 VR38 DET biturbo. Ce groupe motopropulseur est monté en centrale arrière sur la voiture et transmettra pas moins de 700 à 750 chevaux sur les roues arrière. Bon, géométriquement, c'est une boîte de vitesse longitudinale. Donc, la voiture est dans ce sens-là. L'arrière de la voiture, l'avant de la voiture, gauche-droite. La particularité, c'est que c'est une boîte qui se met en porte-à-faux arrière. Donc, c'est-à-dire que le moteur, il est juste ici et on a les sorties de différentiel juste là. On va en parler des sorties de différentiel. On va parler du différentiel plus tard. Je vous le promets parce qu'il y a des trucs à dire parce que c'est pas n'importe quoi. Encore une fois, c'est un truc de compétition, mais vous avez compris quoi. Cette géométrie, elle est commune à énormément de voitures de course et sportives sur la GT40, en Formule 1, les marques comme McLaren, ils ont ça, Ferrari, Lamborghini, bref, c'est un truc assez banal sur ce genre de voiture. Si on veut voir un truc un peu différent, on a par exemple la Lamborghini Miura qui possède un moteur transversale et une boîte de vitesse transversale, tout comme sur la Stratos pour ne citer qu'elle. Et il y a aussi Porsche qui s'obstine avec du longitudinal à moteur à porte-à-faux. Donc en gros, la boîte est devant le moteur et le moteur il est en sac à dos derrière les roues. Bon, faut avouer quand même que malgré l'aberrance de la chose, ça marche plutôt bien une Porsche. Bon, par contre, il y a un truc les gars que je viens de vous dire, c'est que c'est une boîte longitudinale. Certes, le moteur est là. Alors là, le moteur, il est censé être encore plus avancé, hein. Il manque ça parce que ce petit truc là, cette petite portée, elle va dans le roulement à billes qui est juste ici. Et là, on a ce qui s'appelle une cloche d'embrayage. La cloche d'embrayage, c'est une pièce qui vient connecter mécaniquement les carters de boîte de vitesse au carter moteur. C'est vraiment une pièce qui est hyper importante, évidemment. Et c'est une pièce qui est sur mesure parce que cette boîte de vitesse, elle a pas de cloche. Normalement, une boîte de vitesse qu'on peut voir à l'écran là, cette grosse partie là, qui est en forme de cloche en fait, c'est la cloche d'embrayage et elle cache tout ce qui est volant moteur et embrayage. D'où le nom cloche d'embrayage. Donc là, évidemment, c'est du sur-mesure. C'est une pièce qui est 100% usinée masse. Je dis qui est 100% parce qu'elle est déjà usinée au moment où je vous parle, donc je suis ultra content. C'est Pierre de DXM Motorsport qui s'occupe de ça. C'est lui qui a pris en charge donc tout l'usinage.
et la conception aussi, sous mes instructions. Donc en gros, je veux des supports là, je veux des machins là. Il me passait des versions, moi je les modifiais et il les intégrait à la nouvelle version. Et ça a fait qu'on a cette pièce-là qu'on voit en 3D à l'image. Et cette pièce-là existe et elle est taillée dans du 7075 pour les connaisseurs, c'est de l'aluminium aéronautique. Merci, bonsoir. DXM Motorsport qui s'occupe aussi de toute la partie volant moteur, parce que là aussi c'est un volant moteur sur mesure, parce que il y a un embrayage de compétition. C'est un bidisque et cet embrayage, il ne se monte pas en général sur ce moteur-là. C'est vraiment un embrayage de compétition. C'est des fixations qui sont pas prévues pour de la voiture de série. C'est vraiment quelque chose de spécifique. D'ailleurs, en parlant de ce petit truc-là, donc cet axe-là, il est déterminé par plusieurs cotes. Je vais vous montrer le schéma que j'ai eu, que j'ai dû remplir. C'est un schéma qui a toutes les cotes de ce qui se passe entre la boîte et le moteur pour renseigner toutes ces cotes. Et ensuite, le fournisseur de la boîte, le fabricant, va faire sur mesure cet axe-là. Donc là, cet axe-là, il est sur mesure. Et dire que cet ensemble-là, techniquement, je pourrais le mettre dans la GT40. Et là, on a une GT40 de folie. Mais on est sur ce projet-là, hyperpilote. Et ça va avoir encore plus de gueule, donc c'est trop bien. Bon, nous sommes sur le côté droit de la boîte de vitesse, le côté où finalement il y a le plus de trucs à regarder. Et en fait, sur ce côté de la boîte, il y a un élément qui permet de déterminer, permet de dire que cette boîte, elle est monstrueuse. Elle est vraiment, mais c'est un truc c'est un truc de l'espace, une machine de guerre. C'est que en fait, cette boîte de vitesse, c'est une boîte de vitesse séquentielle, un peu comme une moto, quoi. Enfin, comme une moto. Donc en fait, tu n'as plus la boîte en H, donc avec le levier qui fait clac, 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 la fameuse grille en H n'est plus présente. Là, on est sur un levier où tu montes les vitesses et tu descends les vitesses, comme une moto. Et un peu comme une moto, on a un petit levier qui vient se trouver juste ici. Donc ça, c'est son axe et le levier, il est juste là. Inutile de vous préciser que cette pièce-là est usinée masse. Donc là, on a des cannelures et waouh, ça s'enclenche bien. Comme les motos, en fait, hein, on a cet effet-là. Bon, là, je passe pas les vitesses. Et en fait, ce mouvement-là, c'est ce qui fait passer les vitesses. Et le truc avec cette boîte de vitesse, je vous l'ai dit, hein, que c'est une boîte de vitesse séquentielle robotisée parce que on peut ajouter un actionneur. C'est un vérin pneumatique ou hydraulique. Alors, hydraulique dans notre cas, ou un truc électrique. Et au lieu que ce soit toi à la main qui fasse ça, donc en rallye c'est vachement pratique parce que en rallye, si vous mettez des palettes au volant, vu que les mecs en rallye sont toujours en train de faire tourner le volant dans n'importe quel sens, on n'a pas toujours les deux mains sur le volant. Et donc si tu commences à mettre ton volant n'importe comment, tu sais plus où est le rapport plus, le rapport moins, donc t'es perdu. Donc l'idée c'est d'avoir un levier. Sur cette voiture là, on est plus sur une discipline de piste. De toute façon, vous avez vu la gueule du volant, on peut pas le lâcher. Et donc on a des palettes au volant. Et ça fait toute la différence. Même plus besoin de retirer ses mains du volant pour passer une vitesse. Donc même si t'es comme ça, tu peux passer une vitesse. Et le truc que je viens de vous dire, c'était littéralement une dinguerie quand c'est arrivé en Formule 1. Dans les années 80, le temps et le confort de gagner pour les pilotes, c'était une révolution, vraiment. Et encore aujourd'hui, ça reste le top. Et ces palettes au volant, elles sont magnétiques et électroniques et elles viennent communiquer avec ce qu'on appelle un actionneur. Et cet actionneur-là, je l'ai. Et c'est le petit carton qu'on a vu au début et on va l'unboxer tout de suite. Bon alors, qu'est-ce qu'on retrouve dans ce petit carton que j'ai déjà découvert? Je n'ai pas pu m'en empêcher. On a tout d'abord un ressort, je ne sais pas à quoi il sert. On a des prises, des connectiques, parce que justement, c'est la partie robotique. Alors l'actionneur, on a d'abord l'actionneur. L'actionneur, c'est ce magnifique vérin avec de magnifiques durites. Alors en fait, ce vérin-là, il a 3 positions. Il a la position comme ça, donc là, il est au repos, et il a la position où il vient s'allonger ou se réduire. Donc ça fait tchic ou tchic. Donc d'un côté, il est fixe sur la boîte de vitesse et de l'autre côté, il va être relié à notre petit levier qui va venir passer les vitesses. Donc ça, c'est très beau. Et ensuite, parce qu'on est sur un système hydraulique piloté par actionneur électrique, on a ce qu'on appelle la pompe. Encore une fois, on est en présence de pièces qui sont dans de la matière vraiment de très 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 haute qualité. On a de l'aluminium, sûrement de l'acier, 2-3 trucs comme ça. Beaucoup d'aluminium quand même pour la légèreté. Et on a surtout des pièces qui sont 100% usinées masse. Hein. Ça, c'est de la belle pièce. Enfin, je veux dire, quand on est un grand fan de machines-outils et de pièces, on peut que admirer ce
ce genre de pièces parce que bah, c'est très beau. Donc là, on parlait des durites. Bah voilà, ça c'est les deux durites qui vont se connecter à notre petit vérin de tout à l'heure. Et là, on a les deux électrovannes. C'est celles qui vont faire soit shift up, shift down. Donc c'est celle-ci. Donc quand on va passer une vitesse, le volant il va dire à l'électrovanne de s'ouvrir ou de se fermer. Et là, on a notre petit réservoir. Évidemment, on n'a aucune notice. Bon, en vrai, je rigole. Enfin, je plaisante un peu avec ça, mais je vais faire un mail au fabricant. Évidemment, je vais lui demander s'il a pas 2-3 trucs. Enfin, je vous dis une bêtise. J'ai la documentation de ce truc-là, mais faudrait que je regarde un peu plus. Par contre, j'ai pas celui de la boîte. Ça, c'est sûr et certain. Restons donc sur les rapports de vitesse parce que c'est là aussi que tout se joue pour gagner en performance. Une boîte à presque 30 000 balles, elle est à la carte quand même. Donc, on peut choisir chaque nombre de dents sur chaque pignon pour avoir le ratio de boîte le plus adapté à notre besoin et à nos attentes. Et ça ne se fait surtout pas au pif. Et c'est là que c'est ultra intéressant et c'est aussi le moment où vous allez capter que le moteur et la boîte forment un ensemble et agissent ensemble. C'est très beau. Comment ça se passe alors? Comment on détermine un ratio de rapport? Alors déjà pour rappeler, un ratio, c'est engrenage mené sur engrenage menant. Genre un pignon de 23 dents qui se fait entraîner par un pignon de 15 dents, ça fait un ratio 23/15, soit 1,53. C'est un exemple. Et plus on avance avec les rapports de vitesse, plus ce ratio, il diminue. Bref, une boîte de vitesse, c'est plusieurs réducteurs à engrenage qu'on peut sélectionner pour s'adapter au rendement du moteur. Qu'on soit dans une citadine ou une voiture de course, dans le cas d'une motorisation thermique, on est en première, on embraye tranquille, on accélère, et arrivé à un moment, on souhaite passer un rapport. On appuie sur l'embrayage, ça débraye, on lâche les gaz, forcément, parce que sinon tu vas accélérer dans le vide, donc ça sert à rien. On engage le rapport suivant, et on lâche pour embrayer à nouveau. Donc là, le moteur retransmet sa rotation à la boîte des vitesses et aux roues. Et pendant toute cette manip qu'on vient de citer à l'instant là, le moteur passe un court instant dans le vide. Il entraîne rien, bref, voilà. Mais qu'est-ce qu'il fait à ce moment-là? Eh ben, il perd en vitesse de rotation. Et il a une chute de régime. Et vu qu'il a une perte de régime, eh ben, ensuite, on recommence, donc on accélère, on passe la vitesse, ça rebaisse de régime, on accélère, on repasse une vitesse, etc., etc. Et c'est pour ça que l'aiguille, elle fait... bref, t'as compris. Et c'est ce moment-là qui est important, et c'est là que la boîte de vitesse doit être parfaitement adaptée à son moteur. Je t'explique. Un moteur a une plage d'utilisation souvent entre 900 tours par minute, donc ça c'est à peu près le ralenti, hein. C'est une moyenne, hein, ne vous excitez pas, et 8 à 9000 tours par minute pour les moteurs classiques, hein. Ça peut monter beaucoup plus haut pour un moteur vraiment très genre un moteur de moto ou un moteur de Formule 1, hein. Mais ce moteur, il n'a pas le même rendement partout. En gros, ça veut dire qu'il n'a pas la même puissance à tous ces tours par minute. Et c'est là que la courbe de puissance qu'on obtient sur un banc est ultra importante. Le banc de puissance, il montre deux courbes. Celle du couple en fonction des RPM et celle de la puissance en fonction toujours des RPM. La plus importante, bien sûr, c'est celle de la puissance puisqu'elle combine les RPM et le couple. Un moteur qui a beaucoup de couple mais qui tourne pas très vite, il n'est pas forcément plus puissant qu'un moteur qui tourne ultra vite avec très peu de couple. Ça peut être équivalent. Et inversement. Bref, t'as compris. Pouf, nouvel investissement. Un tableau pour écrire des trucs et vous montrer des schémas et dessiner dessus. Donc si on reprend la chronologie d'un départ arrêté qu'on souhaite réaliser le plus violemment possible. Là, on a les RPM moteurs. Et là, on a le temps, tac. Donc là, première engagée, les RPM montent. Donc là, on accélère. Donc là, dans cette phase-là, plus on a de puissance, plus vite on est tout en haut du rapport. Donc du couple à bas régime et du couple à haut régime, du couple partout quoi. Arrivé le moment où on plafonne, en fait, on arrive au plafond de la première vitesse, il faut mettre la deuxième vitesse. Donc qu'est-ce qu'on fait? On débraye, donc on a une chute de régime moteur, alors peut-être pas aussi violente, bon ça dépend, hein. Tac, comme ça, et quand on va re-engager le rapport, on va perdre entre 1000 et 1500 tours par minute. Donc c'est ça, hein, les 1000-1500 tours par minute. Et ainsi de suite. Hop, deuxième vitesse, tac, tac. Et c'est là que la courbe moteur doit être en lien avec le ratio de boîte. Donc là, on a les newton-mètres, donc le couple. Et là, on a les RPM moteur. D'ailleurs, la puissance qui est affichée ici, hop, horsepower. Donc là, on voit bien que la puissance max, elle est ici et la puissance minimum, elle est ici.
Donc, où passer le rapport de vitesse? Plutôt là, 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 là? On sait pas. Parce que je vous rappelle que quand on passe une vitesse, le moteur, il perd 1000 à 1500 tours par minute. Imaginons, on le passe ici. Quand on va le passer à ce moment-là, quand on va passer la vitesse à ce moment-là, eh bien, on va redescendre ici. Mais si à la place, on le passe, même juste après le pic, on va être là. Donc là, on le passe ici. On redescend de 1000 à 1500, on est là. Et là, on a un espèce de plateau qui fait que même en ayant chuté ici, eh ben on a beaucoup plus de puissance que tout à l'heure où on était là. T'as compris un peu le délire? Donc imagine, on prend un cas extrême. On prend une courbe de puissance qui fait un truc du genre... voilà. Ça existe, hein. Alors, ce qui est sûr, c'est que tu vas avoir une puissance pic du turfu. Vraiment, quand tu auras fait ton passage au banc, ça sera marqué, tu as beaucoup de chevaux. Mais la courbe est pas performante. Pourquoi? Eh bien, parce que si tu as compris tout à l'heure, l'idée, c'est de passer de vitesse. Et là, où est-ce qu'on passe une vitesse? Si tu passes ta vitesse ici, tu vas retomber là. Donc là, bonjour pour remonter. Même si on le passe là, eh ben, on est toujours à peu près là. En fait, à chaque fois, avec ce genre de courbe, le problème, c'est qu'à chaque changement de rapport, eh ben, le moteur, il galère comme pas possible parce qu'on n'est pas du tout sur sa plage de rendement maximum. Et pourquoi on n'est pas sur sa plage de rendement maximum? Eh ben, parce que sa plage de rendement maximum, eh ben, elle est juste là, quoi. Elle est là et elle est toute petite, et c'est ça le problème. Alors que si tu prends une courbe d'un moteur beaucoup moins péchu sur le papier, encore une fois, tu as une courbe qui fait ça. Donc là, on est clairement sur peut-être un Atmo. Et ben là, tu as une courbe d'utilisation qui est beaucoup plus grande. Regarde, tu as tout ça. Et donc là, tu peux passer ta vitesse sans trop de problème. Ton moteur, il va toujours avoir un maximum de puissance pour pouvoir ainsi de suite, enchaîner les rapports de vitesse. Et c'est là qu'une courbe moteur bien linéaire et bien pleine, bah c'est important. Si on fait l'intégrale mathématique, ne fuyez pas, de cette courbe-là, on voit bien que la courbe verte a plus de puissance en pic, mais par contre, elle a tout ça là qui est clairement un manque de rendement, un manque de puissance à pas mal de tours par minute, et ça, c'est hyper important, et c'est hyper handicapant dans le cas d'une performance. Donc voilà, ce que je veux vous dire, c'est que le pic de puissance, c'est important, mais en fait, l'intégrale de la courbe, donc l'air qu'il y a là, bah c'est tout aussi important pour se rendre compte de l'efficacité d'un moteur. Oh bah putain, j'ai tout fait tomber là. J'espère que vous avez capté qu'ici l'important c'est de passer les vitesses le plus rapidement possible pour arriver le plus rapidement possible à la vitesse max de la voiture. Les deux vitesses qui demandent un peu de réflexion, ce sont la première vitesse. Si tu tires trop court, bah tu vas rien passer au sol et gâcher les vitesses suivantes. Et une première trop longue va te faire perdre du temps tout simplement. Parce que tu vas peiner pour aller jusqu'à la deuxième. Et la deuxième vitesse qui est particulière, c'est la dernière. Elle va fixer la vitesse max de la voiture. Trop longue et tu atteindras jamais ta Vmax. Trop courte, et ben là tu vas plafonner au rupteur trop rapidement et c'est pas cool. Donc une fois que ces deux vitesses là, donc la première et la sixième ou la plus grande vitesse, et ben tu fais ton étagement entre les deux pour que ça soit cohérent et pour que tu aies à peu près le même espacement entre chaque vitesse. Bref, t'as compris quoi. Bien entendu, on peut faire varier chaque rapport de vitesse pour avoir une boîte courte et ainsi passer les rapports tous les 1000 tours par minute, ou une boîte longue où on peut tirer les rapports de 2000 tours par minute. Plus le ratio de boîte va être long, plus il va falloir l'amener loin et donc le moteur il tourne de plus en plus vite, forcément. Moi, pour cette voiture, j'ai décidé de partir sur une Vmax de un peu plus de 300 km/h. C'est symbolique, c'est beau et c'est une très belle Vmax. Si tu t'excites et tu trouves ça peu... Une hypercar, ça va à 450 km/h. Tu n'as pas trop compris ce que je viens de t'expliquer juste avant et voici le timecode pour revoir les explications. Donc 300 km/h, c'est beau. Très peu de circuits permettent de telle vitesse en ligne droite. Pour rappel, une Formule 1, donc les voitures les plus performantes du monde, en ligne droite, c'est 315 à 350 km/h environ. Donc si les mecs font ces choix et qu'ils tapent pas les 450 km/h, c'est que voilà, c'est ce qu'il faut et pourtant ça tartine déjà un max. L'autobahn et les pistes d'avion, c'est pas du circuit, à l'exception du Nürburgring qui est un peu exceptionnel du coup. La ligne droite est beaucoup trop longue. Bref, le cahier des charges, il est simple, c'est aller à 300 km/h le plus vite possible. Brap, 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 brap. 300. Donc pour faire l'étagement de ma boîte de vitesse, il faut la courbe de mon moteur. Et c'est con, le moteur,
il n'est pas tournant et il n'est même pas encore préparé. Mais j'ai réussi à me procurer, parce que ça se fait quand même pas mal ce genre de préparation sur les Nissan R35 GTR, une courbe d'un moteur qui a la même équivalence au niveau préparation, au niveau des internes, que sur l'hypercar, donc à savoir environ 700-750 chevaux. Et cette courbe, elle ressemble à ça. Et si vous vous rappelez de ce que j'ai fait sur ce petit tableau, bon bah ça a du sens, c'est une très très belle courbe avec une très belle intégrale et avec un plateau, taux de rendement qui est très confortable pour passer nos rapports de vitesse. Parce que oui, l'avantage de viser seulement 750 chevaux, c'est qu'on a des turbos raisonnables. Avec ça, on obtient un plateau de puissance max entre 5000 et 6500 RPM, idéal pour passer nos vitesses. Passer les 6500 tours par minute, on engage la vitesse suivante, on rechute à 5000 tours par minute, en pleine puissance, c'est parfait, ça décolle. Et on obtient ce genre de graphique avec les chutes de régime, ici à chaque passage de vitesse. C'est difficile de se rendre compte de l'efficacité d'un étagement de boîte sans le tester. Est-ce que la première vitesse est pas un peu trop longue, un peu trop courte? Est-ce que c'est agréable à rouler tout simplement? Est-ce que la 6e c'est pas trop contraignante pour le moteur et pour la VMAX? Est-ce qu'on plafonne? Et comment on peut tester ça? Eh ben avec un simulateur. Pour ça, j'ai sorti le jeu Assetto Corsa, j'ai sorti une Renault RS01 parce que c'est une voiture qui a exactement le même moteur que l'hypercar, la même architecture. J'ai juste poussé le moteur à 750 chevaux parce que sur cette voiture je crois il est à 550 et j'ai mis évidemment mes ratios de boîte. Et je vous laisse constater le délire. Voilà, en départ arrêté, c'est une folie, ça monte comme jamais, ça s'arrête jamais en fait. Tu passes les vitesses et au bout d'un moment t'es à 300 et bon il y a le virage donc faut freiner. Sur un petit circuit, ça fonctionne très bien. Les relances sont très efficaces. Je voulais tout de même tester sur un circuit rapide pour m'assurer que cette 6e vitesse n'était pas trop courte, que ça plafonne pas trop. Pour ça, direction Spa-Francorchamps et franchement, c'est parfait. Même en bout de ligne droite, on est tout juste à fond. Donc vraiment, c'est parfait. Le seul circuit où l'étagement mériterait une modification, c'est le Nürburgring évidemment, parce que la ligne droite de ce circuit, elle est tellement longue que plafonner à seulement 310 km/h, c'est une perte de temps. C'est pas pour rien que toutes les voitures qui ont des records sur ce circuit, elles tapent des 370 km/h parce que y a tellement de secondes à gagner sur cette phase que autant avoir une boîte de vitesse un peu longue, quitte à perdre un peu d'efficacité dans les relances à basse vitesse par exemple. Alors ce manque de VMAX dans le cas où on voudrait aller au Nürb, c'est pas vraiment un souci parce que ce genre de boîte de vitesse, on peut les modifier en remplaçant tout simplement les internes, donc les pignons. Donc en soi, c'est pas impossible de faire un étagement vitesse de pointe ou au contraire un étagement ultra court. Cela dit, un étagement ultra court, c'est déjà un peu le cas. Même si on passe déjà à 300, en fait le moteur est suffisamment puissant pour être ultra violent en basse vitesse et quand même pour aller jusqu'au 300. Donc c'est pas un souci. On va parler maintenant différentiel et même d'autobloquant. Sur l'hyperpilote, le différentiel, il est directement dans la boîte, à ce niveau-là. Contrairement à une voiture propulsion à moteur avant, où là, la boîte de vitesse et le différentiel sont indépendants. Alors, un différentiel, c'est quoi et à quoi ça sert et comment ça fonctionne? Le différentiel, c'est surtout utile en virage, car en virage, les roues à l'intérieur du virage tournent moins vite que celles à l'extérieur. C'est normal, elles ont plus de chemin à parcourir et le différentiel, ça sert principalement à ça. Donc si tu le retires ou si tu le bloques complètement, tu auras forcément une roue qui va patiner et perdre de l'adhérence et ainsi tu auras beaucoup plus de mal à tourner. Bon, par contre, avec un pont totalement rigide, on a en ligne droite aucun souci, on est très stable, donc c'est parfait. Le souci d'un différentiel classique, c'est qu'il va toujours faire tourner la roue qui a le moins d'adhérence. Donc le différentiel, on peut dire qu'il est feignant. Un exemple concret, ça vous est sûrement arrivé d'ailleurs, vous avez une roue sur le bitume, donc qui a une adhérence, et une roue sur de la glace. Toute la puissance du moteur va passer dans la roue sur la glace et vous allez rester planté comme un con avec votre bagnole pour aller au ski. Et dans ce cas-là, la solution c'est de bloquer le différentiel pour que la roue qui est en contact avec le bitume et donc qui a de l'adhérence puisse vous tirer d'affaire. Mais on l'a dit, si on bloque le différentiel, en virage, ça foire l'adhérence. Donc c'est pas bien. Et les ingénieurs créèrent le différentiel qui combine les avantages du pont rigide et les avantages du différentiel libre pour les virages. J'ai nommé le différentiel à glissement limité. Ce différentiel permet de durcir la fameuse fonction du différentiel et de le rendre plus ou moins fixe.
Si on actionne une seule roue motrice sur une voiture à différentiel libre, la roue en face va tourner dans le sens inverse. Eh bien, avec un glissement limité, on a plus de résistance entre ces deux roues. Mais on a trouvé encore mieux que le différentiel à glissement limité, on a créé le différentiel autobloquant. Celui-là, c'est tous les avantages précédents, mais avec un truc supplémentaire. Lui, il permet le blocage total du différentiel dans les phases d'accélération. Donc en ligne droite, on a un différentiel bloqué et fixe et on bénéficie d'une stabilité de dingue. Comme je vous l'ai dit, le différentiel c'est un gros feignant, donc imaginons on est en sortie de virage, faut mettre les gaz à fond. En différentiel libre, on a un très gros risque de voir patiner la roue intérieure au virage et donc vu que le diff est feignant, la roue extérieure ne motrice plus du tout. Et c'est pourtant ce qu'on voudrait quand on sort d'un virage, on veut absolument se barrer le plus vite possible, aller à fond en tout cas sur circuit. Donc on a un gros manque de relance et une voiture qui patine dans la smoule, grosse perte de performance. Avec l'autobloquant, on a plus ce problème, on ouvre en grand et ça motrice sur les deux roues. Et on a une voiture bien plus prévisible et maîtrisable. Donc on peut taper des micro-dérives en drift tout en délicatesse et on sera jamais choqué que la roue patine d'un coup et que ça part en cacahuète. Et ce blocage, il peut se faire aussi en décélération lors du frein moteur. Comme ça, vous avez un freinage sur les deux roues et pas comme l'autre différentiel feignant libre qui va bloquer une seule des deux roues pour vous envoyer dans le décor directement quand vous allez avoir du frein moteur, quand vous allez arriver dans un virage par exemple. Bon, le différentiel libre, on le charrie, mais il équipe pratiquement toutes les bagnoles du parc automobile. Donc voilà, on l'aime bien. L'autobloquant est surtout utile pour la performance et donc sur les voitures de compétition. Forcément, il est beaucoup plus technique. Il a des parties qui s'usent, tout comme le différentiel à glissement limité. Ce sont des disques, un peu comme un embrayage, donc ça s'use. Alors que le différentiel libre, à part faire une vidange de temps en temps, il est incassable presque. Il existe bien évidemment, et je tenais quand même à le préciser, d'autres technologies comme le Torsen, le visco-coupleur ou encore les différentiels pilotés. Autant vous dire qu'avec le combo étagement optimisé, avec la courbe moteur, palette au volant et l'autobloquant, cette direction, la stratosphère. Bon, mais maintenant le problème c'est qu'est-ce qu'on met entre le VR38 et la boîte de vitesse. Parce que je vous rappelle, les deux ne sont pas du tout compatibles. D'un côté, on a une boîte de vitesse de compétition et de l'autre côté, on a un moteur Nissan. Eh bien, il faut mettre un volant moteur et une cloche d'embrayage sur mesure et évidemment un embrayage ultra vénère de compétition. Et tout ça, on en parlera dans une prochaine vidéo. Donc là, vous l'avez compris, le projet, il step up. On est dans le dur. Et c'est le moment de l'instant T pour savoir ce qu'il se passe sur le projet au moment où je vous parle. La fabrication est lancée. J'ai déjà pas mal de pièces et de matières premières en commande. Donc de la pièce usinée complexe que je peux malheureusement pas réaliser moi-même et de la matière genre du tube. Il y a même aussi tout ce qui est découpe. C'est en cours. D'ailleurs, il y a déjà des pièces qui sont découpées. Donc vraiment, j'ai trop hâte que ça arrive à l'atelier. Donc voilà, tout pour commencer les châssis. Donc berceau avant, berceau arrière et les suspensions. Et globalement, toute la partie cycle de la voiture. Donc vraiment, j'ai trop hâte, vous imaginez même pas. L'atelier est à 90% terminé, il manque encore quelques trucs et j'y serai comme à la maison. Pour ne pas louper l'avancée du projet, abonnez-vous, mettez la cloche. Si vous avez apprécié mon contenu, mettez un pouce bleu, partagez, commentez. Si vous avez des questions, je lis tous les commentaires. Je vous dis à la prochaine. Ciao!